Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette diffusion des échanges avec le public consécutif à l'enregistrement de notre conversation à l'école alsacienne autour de la loi de finances et des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est donc, quand d'ailleurs vous entendrez cette émission, ces débats auront, je ne sais pas, j'ai failli dire progresser, je n'en sais rien, évoluer en tout cas, nous dirons. Et donc, c'est autour de ces questions que, depuis le public de l'école alsacienne, nous allons recueillir les questions. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour vos interventions qui sont toujours aussi passionnantes. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup souffert en vous écoutant parce que alors, je me suis pas présenté, je suis Vincent L'Orphelin, fondateur du think tank Controverse et chroniqueur dans Le Monde et les Échos. Je vous disais à l'instant, j'ai beaucoup souffert aujourd'hui parce que j'ai un peu le sentiment que vous avez commenté des vaguelettes et en oubliant le tsunami. Je m'explique. On discute beaucoup des arbitrages entre les riches et les pauvres, entre les vieux et les jeunes, et le collectif, l'individuel, etc. Et à côté de ça, j'ai lu il y a quelques jours une chronique de l'économiste bien connu Christian Saint-Étienne qui nous alerte en disant « mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est du fait que la croissance économique de la France est depuis maintenant une vingtaine d'années autour de 1%, alors que la croissance du monde est de 3%. » Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de débattre, même de manière brillante, sur les vaguelettes, tout en ignorant le tsunami? Je ne sais pas qui est visé. Tous. Tu es un peu loin du micro, Jean-Louis. Oui, je ne sais pas qui est visé, mais je crois que, très franchement, d'abord, on a fait de notre mieux. Et disons de notre moins mal. Et ensuite, je pense que peut-être que c'était pas très explicite, mais c'était quand même ce qui était totalement implicite derrière les propos des uns et des autres, notamment derrière l'analyse d'Antoine. C'était évident que les grands choix qu'on a faits sont des choix qui conduisent à cette situation que vous décrivez. Deuxièmement, peut-être que la moyenne de croissance sur le monde, c'est quand même quelque chose qui devrait être regardé avec un peu de prudence. Dans les années 50, 60, on a eu des taux de croissance qui étaient très très supérieurs à ceux des États-Unis, tout simplement parce qu'on était en retard et qu'on a eu un rattrapage de croissance. Ensuite, on a bien vu que c'est pas pour ça que les États-Unis étaient largués dans la compétition. Mais nous, si, c'est vrai qu'on est probablement largués, mais tout ce que nous disons est quand même centré, notamment, je crois que le débat budgétaire, notamment le débat sur la taxe, mais pas la taxe étant emblématique, c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que nous voulons mettre de l'argent dans la croissance, dans l'investissement, dans la productivité? Et je crois que c'est un peu ce qui était, je crois, assez largement dit par chacun d'entre nous. Votre observation est très juste, mais je ne dirais pas qu'elle est... Mais elle est suffisamment consensuelle pour n'être pas complètement originale. Lucille Schmidt. Oui, moi je pense que c'est un point très important parce que construire un budget en période de croissance faible ou de stagnation, évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait d'en construire un en période de forte croissance. Et on sait très bien que notamment tout le système de redistribution français était fondé aussi sur des périodes de croissance beaucoup plus fortes. Donc on peut se demander comment on va maintenir un système de redistribution en période de croissance faible et aussi comment est-ce qu'on va mener des investissements par rapport à la transition écologique, la réindustrialisation, alors même qu'on a une croissance faible. Et d'autant plus, comme ça a été très bien dit par Jean Pisani-Ferry, qu'au fond, ces investissements n'ont pas de rentabilité immédiate ou même de court terme, parce que tout simplement, il s'agit d'un investissement pour un projet de société et pour le bien commun. Donc ça signifie que sans doute, il faut relativiser cet indicateur de la croissance, mais savoir qu'est-ce qu'on y substituerait éventuellement en termes de bonne santé économique. Qu'est-ce que ça signifie être en croissance faible et en même temps vivre mieux
là-dessus, il y a évidemment des économistes engagés ou des personnes d'ailleurs qui contestent les économistes comme Dominique Méda qui explique que l'indicateur doit être relativisé, que le progrès doit être vu autrement, mais ça ne va pas permettre de boucler un budget ni de permettre à court terme de maintenir des prestations sociales sans augmenter le déficit. Donc vous avez raison, c'est important. Après, notre discussion était sur le budget et pas forcément sur le modèle économique mondial. Antoine Fouché ? Non ? Non, mais c'est pas obligé. Je pense. Akram Belkaïd. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Lucile. Fin des années 2000, on a eu des travaux, la fameuse commission Attali, si vous vous en souvenez, avec des propositions sur la table sur la manière de réévaluer la manière dont on regarde l'économie, d'introduire notamment les notions, je dirais, de transition écologique, de dépassionner les débats autour du PIB, peut-être de l'amender pour prendre en charge, pour englober tous les facteurs qui sont relatifs au climat, à la santé, etc. et tout. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont plus ou moins en jachère et que la réflexion sur le nouveau paradigme économique, sur la nouvelle production, les nouveaux modes de production c'est pas ce qui fait l'actualité, malgré une préoccupation majeure. Alors, je vais vous livrer un secret. L'émission devait être composée de 2 parties, puisqu'on devait parler de la COP. On l'a pas fait, mais peut-être que la question environnementale est liée aussi à ce que vous dites, parce que les gains, je dirais, de croissance sont à rechercher de ce côté-là. Antoine, oui, non, finalement, non. Madame. Vous m'entendez ? Oui, ça passe. Je voulais revenir sur le commentaire de Lucile Schmitt sur le vote du RN. Je trouve que c'est un peu contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il fallait des vrais débats démocratiques, et on va dire des adultes dans la pièce à l'Assemblée nationale, et pas de slogan, pas de totem. Donc en fait, le sujet devrait être, est-ce que ce que propose le RN sur ces accords de 68, est-ce que c'est juste ou pas juste, qu'on en débatte d'une manière rationnelle. Et moi, je me contrefous. Là, il faudrait se contrefoutre de qui ça vient. Je veux dire, on a une proposition de loi, elle est bonne ou pas, elle vient de LFI ou elle vient du RN. Si ce qu'il propose est juste, on le vote ou on le vote pas. C'est bien à ça qu'il faut arriver. Jean-Louis ? Je veux bien dire. Oui, bon. D'abord, ce n'est pas une proposition de loi. C'est une résolution qui est dépourvue de tout effet. Moi, je suis très mal à l'aise face à cette proposition, pour des raisons qui sont pas trop différentes de celles de Lucile, mais enfin, pourquoi ? Parce que je crois que ces affaires diplomatiques sont extrêmement difficiles à apprécier réellement. On voit bien que les Algériens se conduisent très très mal dans cette affaire, que ce soit sur les mesures qu'ils ont prises contre notre écrivain Boualem Sansal, que ce soit sur l'absence de toute bonne foi dans la gestion des OQTF, nous avons un vrai problème. Maintenant, est-ce que nous sommes vraiment au courant de la façon dont ça se passe, dont ça peut évoluer? C'est quand même une affaire diplomatique, c'est une affaire qui doit être gérée par le gouvernement et qui a beaucoup plus d'informations que nous. Moi, par exemple, si vous voulez, j'avais regardé ça quand j'étais à l'Assemblée nationale. Effectivement, cet accord, il a des avantages pour les Algériens, il a aussi des inconvénients. Je crois que sa suppression ne résoudrait rien aux problèmes posés fondamentalement par la présence de centaines de milliers, voire de millions d'Algériens en France. C'est un problème beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. Et là, je vois bien qu'il a été abordé par tout le monde, par ceux qui l'ont proposé et par ceux qui l'ont voté, sur des critères totalement politiciens. Moi, personnellement, je suis assez sensible à ce que propose le directeur général de l'immigration, mais encore, j'ose pas m'aventurer parce que il faut être dans la négociation pour pouvoir dire des choses qui est de dire, écoutez, moi, vous ne faites plus aucune OQTF et on vous donne plein de visas. Maintenant, on fait un accord, on vous donnera 100 000 visas par an et puis vous ferez 20 000 ou 10 000 OQTF ou non 5%, ils proposent parce que c'est pas évidemment de même ordre. Et puis on fait un deal comme ça. Moi, un deal comme ça me paraîtrait relativement possible, relativement
évidemment souhaitable. Je ne sais pas s'il est possible. Donc je crois que là, ces gens sont entrés dans cette affaire par un biais totalement politicien, sur une résolution qui n'a pas d'effet et dont on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. C'est surtout ça qui me gêne, c'est le côté assez irresponsable en profondeur des conséquences positives ou négatives que ce système peut avoir. Et à vrai dire, à mon avis, c'est surtout un sabre de bois. Lucille Schmitt. Oui, ce que je pense important, c'est de regarder par exemple ce qu'a dit Laurent Nunez aujourd'hui, qui est quand même ministre de l'Intérieur et qui a dit qu'il était contre cette résolution. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'au fond, c'est une manière de montrer ses muscles de part et d'autre. On a affaire à un régime algérien qui est totalement déconnecté de sa population, qui ne veut pas son bien. Et de l'autre côté, on avait Bruno Retailleau qui passait son temps à dire que l'Algérie humiliait la France, c'est-à-dire que chacun se faisait plaisir d'une certaine manière, sans entrer dans le concret ni dans la réalité du débat. Donc moi, je trouve ça intéressant d'entrer dans la réalité du débat sur la France et l'Algérie, mais j'observe que ce qu'a fait le Rassemblement national, c'est avoir une victoire symbolique très forte, c'est-à-dire qu'il a fait passer un texte, et en plus sur un sujet ultra symbolique, historique. Donc je trouve ça tout à fait dommage, et qu'aucun des députés qui étaient là, au fond, n'a été capable de lui apporter des arguments de fond, qu'on soit pour ou contre la dénonciation de l'accord. Il me semble que ça montre aussi à quel point il faut redouter l'arrivée du Front National, du Rassemblement National, l'arrivée possible d'un Rassemblement National au pouvoir, en ce sens que c'est d'une rare incompétence, ce texte, pour la raison qu'on vient déjà de dire. C'est un texte qui ne sert à rien, qui sert juste. Et c'est en plus une façon de contourner la dimension fondamentale de la politique qui est la complexité. Et la complexité, ça passe en effet par la diplomatie, alors qu'il y ait une pression, et notamment de la société civile, pour que l'action diplomatique soit peut-être un peu plus rapide, un peu plus vigoureuse, un peu plus convaincue qu'elle n'est spontanément, parce que c'est aussi une chose qu'il faut considérer, que les diplomates ont tendance à se plaire dans la complexité et quelquefois à s'y enliser pendant que la situation empire. Qu'il y ait une pression générale sur le corps diplomatique et sur le ministre des Affaires étrangères pour que ces questions soient prises de manière extrêmement sérieuse et vive, je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire ça consiste à dire nous allons aller négocier avec les Algériens en disant déjà ce sur quoi nous ne reculerons pas ou ce qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une discussion. Si c'est faire de la diplomatie comme ça, alors franchement c'est un niveau d'incompétence qui me glace un peu quand je pense à d'autres sujets sur lesquels... d'autres sujets de politique générale, de politique économique, auxquels devrait s'atteler un gouvernement dans lequel il y aurait, en majorité ou pas, des représentants du Rassemblement national. Je voudrais, Philippe. Pardon, Macron. Oui. Alors, moi, j'ai une lecture qui est un peu complémentaire. C'est que je ne le vois absolument pas comme un... Alors, effectivement, la résolution... annule cet accord de 68 qui a déjà été, il faut le dire, vidé de sa substance à plusieurs reprises. Je rappelle que cet accord prévoyait une certaine libre circulation. Aujourd'hui, il y a des visas, il y a des obstacles concrets, etc. Donc ça c'est important à signaler. Moi, je le vois plutôt comme un acte de politique intérieure, parce que d'abord, franchement, l'effet sur les autorités algériennes, il est nul. Au contraire, il permet au régime d'instrumentaliser ça. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Lucille, c'est l'un des rares moments où le régime peut trouver un écho favorable auprès de sa population. Donc ça n'arrange pas les choses pour ce qui est de ceux qui souhaitent l'évolution, une évolution positive en Algérie. Mais moi, je le vois comme étant une espèce de signal inquiétant envoyé à la société française. C'est-à-dire qu'on désigne l'ennemi. On désigne l'ennemi, les Algériens, et ça fait 1 an que nous avons droit à des multiples discours qui concernent l'Algérie. Alors certes, l'arrestation de Boualem Sansal est un scandale, il faut le libérer, la France a réagi, mais on sent bien que derrière tout ça, c'est la communauté ou les communautés algériennes de France qui sont dans le viseur. C'est-à-dire que ça n'augure rien de bon sur ce qui sera le débat politique dans les mois à venir, les années à venir, dans l'hypothèse d'une
d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national, voire d'une coalition politique à laquelle il participerait. C'est en tous les cas de cette manière-là que beaucoup d'Algériens résidant en France décryptent, je dirais, cette attention récurrente portée à cette affaire des accords de 1968. Je voudrais compléter ma propre intervention, mais je veux dire que ceux qui ne sont pas favorables à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, sous quelque forme que ce soit, tout seul ou avec d'autres, seraient sans doute plus efficaces s'ils mettaient en avant l'incompétence de beaucoup de ses membres et l'inanité de beaucoup des mesures qu'il propose, plutôt que de rappeler qu'il y a eu à l'origine de ce parti, il y a 60 ans, un SS et Dieu sait quoi d'autre, chose qui est parfaitement exacte, mais qui malheureusement est totalement dépourvue de rapport avec la réalité de 2025. Une autre intervention, monsieur... Merci en tout cas pour ces débats. J'ai particulièrement apprécié l'échange entre Antoine Fouché et Akram Belkaïd sur les déciles, hein, et la focale qui se faisait de plus en plus sur le 0,1%. Et c'est juste une suggestion de ma part. Est-ce que plutôt que de parler d'inégalité, parce que en termes d'inégalité de revenus, c'est vrai que notre pays est un des moins inégalitaires du monde. Il faut quand même se le mettre en tête. Et donc, je vais faire dire quelque chose d'énorme, mais c'est probablement un des moins inégalitaires en termes de revenus de toute l'histoire de l'humanité. De ce fait, hein, plutôt que de parler de ça, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux parler de la plutocratie ? Et c'est une suggestion pour un futur débat, parce qu'effectivement, quand un tout petit nombre de personnes concentrent un énorme pouvoir, ça c'est un vrai problème démocratique. Mais plus qu'un problème d'inégalité, est-ce que c'est pas plutôt un problème de plutocratie ? On le voit en France et on le voit aussi à l'échelle mondiale, malheureusement. Donc c'est juste une suggestion peut-être pour un futur débat. Nous allons citer à comparaître les plutocrates et donc à bien se tenir. Jean-Louis, Antoine, vas-y. Oui, non, je pense que vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est un terme qui se répand de plus en plus dans le débat aux États-Unis. Parce que là, pour le coup, là, aux États-Unis, vraiment, les inégalités ont vraiment explosé, pas seulement sur le patrimoine, mais aussi sur les revenus. Et donc, il me semble que les ordres de grandeur, c'est sur les 20 dernières années, 50% du PIB américain qui a été capté par 1 ou 5% des personnes les plus riches. Et donc, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe et pas du tout le cas en France. Mais si on fait rien, dans les années qui viennent, on se dirige vers cette situation-là avec une spécificité qui fait que le débat est plus complexe chez nous, c'est que, et qui du coup est plus sensible, c'est que ce qui peut aboutir à une plutocratie, le terme est un peu violent, mais on peut y arriver disons, sous 10 à 20 ans. C'est l'énorme transmission de patrimoine qu'il va y avoir dans les 15-20 ans. Parce que il y a, l'INSEE dit, entre 5 000 et 9 000 milliards d'euros qui vont être transmis d'ici 2040-2045. Et donc on peut arriver, si on corrige pas ça, me semble-t-il, par un double mouvement qui est 1, que le travail paye plus, et 2, que certains héritages ou certains patrimoines payent moins. Si on ne corrige pas ça, on peut arriver dans une société d'héritiers plutocrates, mais c'est d'ici 15-20 ans, ou entre 10 et 20 ans, disons, qui serait, à la limite, si elle était qu'injuste, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec cette approche, mais si elle était qu'injuste, ça serait très embêtant, mais ça serait pas le plus grave. Le plus grave, si on corrige pas ça, si on fait pas que le travail paye plus et que certains héritages payent moins, c'est que la grande majorité des Français n'aura plus intérêt à travailler. Et là, pour le coup, on va accélérer notre appauvrissement parce que comme quand même le travail, la projection dans le travail, on peut l'assimiler à l'image de la course, mais plus personne n'aura intérêt à courir. Les uns parce qu'ils ne gagneront jamais la course parce qu'ils n'auront jamais par leur travail ce que certains ont eu par leur héritage. Et ceux qui auront hérité n'auront aucun intérêt non plus à travailler parce qu'ils n'auront jamais par leur travail ce qu'ils ont eu par l'héritage et ils seront toujours plus riches par leur héritage que ce que les autres, les meilleurs, les plus méritants, auront par leur travail. Et donc, on sera dans une société où la majorité des gens n'aura plus intérêt à travailler, où le travail sera simplement quelque chose qu'on
pratique pour survivre, mais enfin ne sera plus un pilier de la vie, de son épanouissement, de la fierté de soi et de la réalisation de soi-même. Et ça sera ça qui sera le plus grave. Parce que si on en arrive là, et c'est le chemin qu'on prend, une société de rentiers héritiers, c'est une société forcément décadente. Je rappelle aux plutocrates que les contributions au nouvel esprit public sont défiscalisées à hauteur de 66%. Ce rappel est également valable pour les non-plutocrates. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois qu'il faut, c'est une distinction très juste que celle que vous faites, je crois qu'il faut quand même bien voir que les revenus, ça se manifeste. Ce sont des revenus, c'est donc les dividendes qu'on touche et dont on se sert, non pas pour les réinvestir, parce que quand ils sont réinvestis, ils ne sont plus, ils sont peut-être un capital que vous possédez, mais ils ne débouchent sur aucun revenu à partir du moment où c'est continuellement réinvesti. Donc on est, et en revanche, quand vous touchez vos dividendes, c'est là que l'inégalité des revenus se fait. Alors ce qui est caractéristique de patrimoine comme celui de M. Arnaud, qui est une valeur emblématique de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, tout ce qui touche comme revenu, 90% ou 95%, il le réinvestit, etc. Donc, je crois que là, si on doit effectivement, et le rentier, tel que vient de le décrire Antoine, le rentier héritier, de toute manière, quand il touchera, quand il aura des revenus, ces revenus seront taxés. Donc là, il faut plutôt regarder, me semble-t-il, sur les modes de taxation des revenus. En revanche, le problème que vous posez est très très juste, c'est le problème que pose Piketty, et de ce point de vue-là, il a raison, c'est la concentration, mais alors pas nationale, même pas continentale, mais mondiale des capitaux, qui fait qu'il y a un nombre extrêmement limité de multimilliardaires, qui sont d'ailleurs pas principalement chez nous, c'est en Chine ou aux États-Unis, qui concentrent l'économie mondiale, qui possèdent l'économie mondiale. Donc vous avez tout à fait raison de dire que c'est plutocratique. Mais alors là, comment traiter ça ? C'est extrêmement difficile parce que soit vous spoliez les gens. Si vous spoliez les gens, ça veut dire que il y aura plus d'investissement, etc. Ça, il faut la mécanique de concentration, elle a sa vertu aussi. Donc c'est très difficile. La seule chose qui me paraît devoir être faite, c'est une approche politique transnationale beaucoup plus forte. Je pense que Maurice Duverger avait écrit un bouquin il y a longtemps où il opposait le lièvre libéral et la tortue politique. Et c'est vrai que on a 193 États, je crois, inscrits à l'ONU, des États de taille totalement différente. Ils sont absolument incapables d'introduire une régulation sur quelques milliers de personnes, que ce soit des multinationales ou des industries criminelles, d'introduire une véritable régulation sur tout cela. Je crois que c'est là que ça s'organise, et c'est pourquoi, personnellement, même si on a beaucoup de difficultés actuellement avec la construction européenne, je pense qu'il est absolument essentiel de construire un pouvoir constitutionnel fort en Europe, qui est le pendant, la contrepartie de ces pouvoirs économiques croissants. Mais je reconnais que la question est très très difficile à résoudre et que la nationalisation n'est pas non plus une bonne solution. Ce qui s'est passé sur les exemples des États communistes, c'est-à-dire la constitution de plutocratie, de nomenclature prédatrice extrêmement corrompue, et c'est comme Poutine par exemple, c'est absolument pas une solution non plus. Donc on est en face d'un vrai problème, mais c'est pas parce qu'on est en face d'un vrai problème qu'il faut imaginer de fausses solutions. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais, par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis, rappeler que l'OCDE, par exemple, a été une instance dans laquelle le travail sur la taxation des multinationales a été le plus avancé, et c'est pas une instance de dangereux gauchistes. Et puis je voulais peut-être faire un pas de côté et dire qu'au fond on a un débat aujourd'hui qui est un débat philosophique sur la place de l'argent. C'est-à-dire que la question, c'est à quoi est-ce qu'on donne de la valeur. Par exemple, lorsqu'on discute sur la question écologique, lorsqu'on parle des externalités, lorsqu'on parle du coût de l'inaction, lorsqu'on parle de la santé, on voit bien qu'il faut donner
donner une valeur à des choses qui, au fond, ne sont d'une certaine manière impossibles à chiffrer, ou en tout cas qui dépassent le simple chiffre, puisqu'on a eu beaucoup un débat de chiffres aujourd'hui. Et donc, il me semble qu'il y a aujourd'hui une discussion à avoir sur la place de l'argent. Quand vous discutez, on a beaucoup invoqué les jeunes, la jeunesse, mais on peut aussi parler toutes générations confondues. Quand vous discutez avec des individus, la place qu'ils accordent à l'argent, sur le fait de réussir leur vie, ça c'est aussi un point essentiel. Et je crois que la discussion sur la plutocratie, il ne faut pas la faire seulement en termes économiques, en termes financiers, en termes d'imposition. Il faut la faire aussi en termes de projet de société, en sachant donner une valeur à des choses qui ne sont pas réductibles à la place de l'argent. Ce qu'on a dit, encore une fois, on n'a pas parlé de la nature aujourd'hui, mais on en parlera la prochaine fois dans le Nouvel Esprit public. Cet enjeu de donner une place à ce à quoi nous tenons, c'est un point essentiel sur lequel il ne faut pas renoncer. Tout n'est pas chiffrable. Akram Belkaïd. Oui, 2 points. Effectivement, je pense que dans les années qui vont venir, on va avoir un débat en France sur l'héritage. Ça va être un débat et à mon avis, on va avoir des positions très crispées. Parce que l'héritage, c'est quelque chose de fondamental dans une société. Et la manne, parce que c'est une manne potentielle qui va être transmise, va faire l'objet, à mon avis, de discussions politiques assez acharnées quant aux propositions des uns et des autres, notamment en termes de fiscalité. Et la deuxième question, c'est pour rebondir le deuxième point, c'est pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Lucile. Moi, j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt le débat aux États-Unis qui avait été initié par des milliardaires comme Warren Buffett, qui est tout sauf un marxiste acharné, qui avait sur la place de l'argent dans une société. Je rappelle, c'est un milliardaire, c'est quelqu'un qui a fait fortune grâce au marché financier, qui est qualifié d'oracle pour ses investissements toujours précis et fructueux, et qui avait introduit l'idée d'une réflexion sur, pour les plus riches, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, sur le salaire des patrons, sur la transmission. Et ce débat-là, on l'a pas en France. Ou en tous les cas, il est difficilement audible. Et il serait, à mon sens, nécessaire par rapport aux enjeux de transmission aux nouvelles générations. Pour se souvenir de ce qu'était la corruption, dans les régimes soviétiques, il faut savoir que en URSS, la malédiction la plus grave était de dire à quelqu'un « puisses-tu ne vivre que de ton salaire ?» Oui, je voudrais apporter une précision. Warren Buffett, c'est quelqu'un que nous regardons avec beaucoup d'intérêt, mais ça pose deux problèmes différents. Savoir si l'argent doit être transmis ou pas. S'il est licite que l'argent gagné par quelqu'un, le capital, soit transmis par cette personne. Et ça a une justification assez forte, puisque si on dit non, quand vous mourrez, c'est plus votre argent, donc ça disparaît. La tendance fondamentale, c'est de ne pas en avoir. Et de dire, moi, tant que je suis vivant, je fais ce que je veux de mon argent, je peux me acheter un rat de danseuse, et dépenser, et faire ce que... Je suis sûr qu'on ne vous voyait pas sous cet angle-là. Bon. Et donc, et puis il y a le second problème que pose, qui est le droit de la famille. C'est-à-dire ce que les Américains disent, c'est que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et Buffett, comme d'autres, comme machin là, Bill Gates, où ils disent, moi je donne pas de l'argent à mon fils qui n'a rien fait. Mon argent il ira à je sais pas qui, mais je reste maître de cet argent. Alors nous, ce que nous avons inventé, c'est la part réservataire. C'est pas complètement idiot. Comme c'est un point d'équilibre assez satisfaisant, me semble-t-il, entre l'affiliation, le fait que vos enfants ont droit à une partie de l'argent que vous avez, mais vous gardez quand même c'est un compromis, hein, c'est un compromis centriste, je dirais. Vous gardez une bonne partie, vous pouvez la donner à votre petit ami ou etc. si vous avez envie de faire ainsi. Oui, une danseuse. Je rappelle à ceux qui sont en train d'écrire leur testament que les donations au Nouvel Esprit public sont défiscalisables à hauteur de 66%. Il me reste à remercier d'abord l'école alsacienne qui nous a une nouvelle fois accueillis et son directeur Pierre de Panafieux, à remercier Michael Fristo et Christian Sori qui ont assuré la prise de son et de cette conversation,
et à vous donner rendez-vous dimanche pour notre prochain Nouvel Esprit Public, non sans vous signaler que vendredi à Agen commencent les rencontres Michel Serres qui ont été créées par notre ami David Jays et qui sont programmées et animées avec le concours de nos autres amis de Philosophie Magazine. Je pense que leur programme, qui est de vouloir explorer les nouvelles frontières de l'humain, vaut la peine qu'on aille voir le détail sur leur site, et je signale que ces rencontres durent jusqu'à mardi. Merci beaucoup et à dimanche.